Ok, ça ira mieux comme ça. Merci beaucoup pour votre présence. Je suis ravi de passer un peu de temps avec vous ce soir pour parler de sujets passionnants, de Spring Boot, bien sûr. Comme Thibaut venait de le rappeler, on vient de fêter les 20 ans d'un framework. C'est quand même pas rien. 20 ans, il s'en est passé beaucoup de choses. Il y a 20 ans, il n'y avait probablement pas de cloud, en tout cas pas comme on le connaît aujourd'hui. Et ce qu'on va voir ce soir, c'est en particulier euh, vous donner des pistes pour que vous puissiez creuser de votre côté. Et en particulier, bien utiliser Spring Boot avec le cloud, malgré la longévité de Spring Framework et de Spring Boot. Il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits ces dernières années pour continuer d'être à la page. C'est pas parce que on a 20 ans, on a fêté les 10 ans de Spring Boot d'ailleurs l'année dernière. Et malgré ce jeune âge, on continue de pouvoir profiter de ce framework, y compris sur du cloud. Et on va voir comment on peut faire du cloud natif. Euh, je suis Alexandre Roman, je suis ravi d'être avec vous ce soir. Je travaille chez VMware Tanzu. Si vous avez suivi un peu l'actualité, vous savez que maintenant VMware fait partie du groupe Broadcom. Moi, je suis dans l'avant-vente. Donc, mon job, en quelque sorte, c'est de travailler avec nos clients sur le déploiement et la bonne utilisation de technologies, entre guillemets, maison. Donc, je suis spécialiste côté Spring et Tanzu qui va travailler autour du développement moderne d'applications. Sans plus attendre, on va partir dans le vif du sujet. Euh, qui connaît ce site? Les 12 Factor App. Probablement quelques anciens dans la salle qui savent de quoi on parle. Bon, il n'y a rien qu'à regarder le site internet. On peut se dire que cette 12 Factor App ne date pas d'hier. Effectivement, 12 Factor App, c'est avant tout des bonnes pratiques. Alors, si j'arrive à retrouver mon écran, voilà. 12factor.net. Qu'est-ce que c'est finalement cette histoire? Finalement, ça n'est que des bonnes pratiques. Des bonnes pratiques qui ont été euh, édictées il y a un certain temps. Des bonnes pratiques pour réaliser, coder votre application web. C'est un site qui a fait référence et qui continue toujours d'être d'actualité malgré son âge. On a en fait derrière ce site internet des entités comme Heroku, ça vous parle peut-être, Heroku, c'est pas tout jeune ça non plus, une solution SaaS qui permettait de déployer des applications sur le cloud à partir d'un dépôt Git, visionnaire. Mais déployer des applications sur le cloud et pouvoir profiter de la scalabilité de ces plateformes, c'est pas gratuit. Alors déjà, le cloud, c'est pas gratuit, vous allez me dire. Mais si on veut profiter, être capable de pouvoir instancier plusieurs fois son application, si on veut pouvoir se connecter aux services proposés par votre cloud provider, si on veut faire des choses plus ou moins sexy, de scale to zero, si on veut profiter de tout ce que le cloud a à nous proposer, il y a un certain nombre de choses qu'il faut néanmoins implémenter. Vous n'allez probablement pas déployer votre serveur WebLogic Java J2E comme ça en quelques secondes sur votre cloud favori. Et finalement, ce site-là fait l'inventaire de quelques bonnes pratiques à appliquer sur votre code. Ce qui est plutôt intéressant d'ailleurs, c'est que ce n'est pas simplement des pratiques que vous allez retrouver uniquement, qui sont applicables uniquement dans un environnement cloud. Je vous invite vivement à regarder, à vous renseigner sur voilà, ces 12 facteurs qui sont énoncés ici. Récemment, d'ailleurs, il y a quelques années, on a augmenté cette liste avec 3 bonnes pratiques supplémentaires. Vous verrez dans la littérature parler de temps en temps des 15 facteurs. Bon, on ne va pas chipoter aujourd'hui sur le nombre. Ce qui est important, c'est les bonnes pratiques qu'il y a derrière. Pour pouvoir mettre en pratique tout ça, ce que je vous propose, ce n'est pas de vous énoncer les choses de manière théorique, mais c'est de s'appuyer sur une application de démonstration. Donc, ce que vous avez là à l'écran, c'est une application Spring Boot
tourne sur ma machine, que je finirai par déployer sur le cloud. Une application où à peu près ce qu'elle fait, elle va afficher la liste des films à sortir au cinéma avec les affiches, les trailers que vous pouvez consulter. C'est une application qui se base sur des API disponibles sur Internet. Donc, sur bien des sujets qui sont présentés dans le 12 Factor App, on va voir comment mettre en pratique finalement chacun de ces facteurs pour vous donner l'occasion de voir comment on applique ça dans la vraie vie avec une application. Donc, ce que nous allons faire, je ne vais pas aller tout de suite ici. J'ai pas plus de slides pour être honnête. On va aller directement. Pour moi, ce qui m'intéresse, c'est le code. C'est le code. On va essayer de vous montrer comment on va appliquer tout ça en direct. Donc, les 12 factors. La première des choses, on va les énoncer un par un. Code base. Qu'est-ce que ça veut dire? L'idée derrière ce principe, cette bonne pratique, c'est de se dire finalement, ça peut paraître évident de nos jours, en 2024, mais l'idée, c'est quand même de se dire que notre code, on va le gérer en gestion de configuration. C'est un peu marrant, c'est un peu rigolo de voir que ce document mentionne du Mercurial ou de Subversion, là où tout le monde aujourd'hui est à peu près sur du Git avec du GitHub ou du GitLab. Mais néanmoins, ce qui est énoncé ici est toujours valable. L'idée, c'est de se dire que tout notre code, finalement, est stocké en gestion de configuration. Et ça veut dire surtout que peu importe les environnements sur lesquels on va déployer l'application, quels que soient les différents cloud providers, environnement de développement, de qualification, de prod, l'idée, c'est d'arriver à tout représenter dans un seul et même dépôt de source. Et vous imaginez bien qu'on ne va pas déployer une application en développement sur une machine de travail comme on pourrait la déployer sur un cluster en production. Donc, ce qu'il y a derrière en fait, ces principes-là, c'est de se dire que vous allez, dans le code source de votre application, devoir gérer cette multitude, les différentes configurations que vous allez appliquer. C'est ce qu'il y a derrière. Alors, je ne vais pas vous faire l'affront de vous parler de add profile sur les applications Spring Boot. Vous savez à peu près de quoi il retourne, capacité à pouvoir différencier la configuration de vos applications en fonction des environnements. C'est pour ça qu'on va passer tout de suite à un élément qui est plus intéressant, qui sont les dépendances. Et là, il y a beaucoup de choses à dire. Okay. Imaginez quelques années en arrière, à un temps où il n'y avait peut-être pas de Spring Boot, du Spring Framework, peut-être que vous l'avez déjà vécu de votre côté. C'est comment est-ce qu'on gère les dépendances. Derrière ce principe, en fait, l'idée, c'est d'être capable de se dire, mon application, si je veux qu'elle soit, que je puisse répéter le déploiement à l'infini, de manière automatisée, c'est de définir explicitement les différentes dépendances que je vais utiliser. Qu'est-ce que ça veut dire quand on l'applique à Spring Boot? Première bonne pratique. Donc, on a ici une application, comme je disais, Springflix. Et on va regarder ensemble qu'en fait, en réalité, Spring Boot fait beaucoup de choses pour nous sans qu'on ait besoin de s'en soucier. Vous avez déjà créé votre application Spring Boot. Vous savez que sur start.spring.io, vous avez cette capacité à générer des applications. Vous sélectionnez les dépendances qui vous intéressent. Je veux faire de la base de données sur du Postgres. Je veux connecter mon application Spring Boot avec les technologies un peu buzz du moment, sur de l'OpenAI ou ce genre de technologie. On va être capable de générer des templates avec les bonnes versions de projet. Mais finalement, ce que l'on obtient finalement, c'est, alors que ce soit sur du Maven ou du Gradle, je suis team Maven, désolé, on va déclarer de manière explicite les différentes dépendances qu'on utilise. Vous voyez qu'il n'y a pas de version pour autant. On voit de version de Spring, on voit du Micrometer, on voit beaucoup de choses. Est-ce que vous savez d'où viennent les versions qui sont définies dans ces projets? Alors, je vais ouvrir les livres aujourd'hui, je vais vous montrer finalement qu'il n'y a rien n'est caché. Dans les templates que vous générez avec start.spring.io, en réalité, les choses sont bien faites. Vous voyez ici un starter qui est le parent de mon projet. Et l'idée derrière, c'est de se dire que si on creuse et qu'on regarde l'intérieur de ce pomme, on va retrouver un élément intermédiaire. Et ce qui nous intéresse, c'est celui qui est encore au-dessus. Le Spring Boot Dependencies, c'est là que vous allez retrouver, en définitive, les éléments constitutifs de votre application.
Au moment où vous allez chercher à activer Spring Data JPA et que vous allez explicitement activer PostgreSQL au moment du start.spring.io, les versions de PostgreSQL, les versions de Spring Data, en réalité, elles sont définies dans ce fichier. Qu'est-ce qu'il faut retenir en fait? C'est de se dire qu'il y a quelques années, on ne va pas se mentir, c'était compliqué d'arriver à intégrer les différents composants. Alors, Java, c'est un écosystème avec énormément de bibliothèques disponibles. Comme vous le savez, la difficulté derrière, c'est toujours l'intégration et comment est-ce qu'on arrive à construire quelque chose qui tient la route et qui fonctionne. Donc, bonne pratique à retenir. Lorsque vous utilisez Spring Boot, les versions sont définies ici. Elles sont définies pourquoi? Parce que les équipes côté Spring font les tests d'intégration pour s'assurer que tout fonctionne ensemble. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, dans la mesure du possible, évitez de redéfinir les versions dans vos projets. Il y a une bonne raison pour laquelle on fait ça. C'est que pour derrière, vous proposez une configuration qui fonctionne out of the box, j'allais dire. Vous déparez votre projet, vous avez quelque chose qui fonctionne. Ça suppose derrière que vous, maintenez la version de Spring Boot. Ici, on est sur une version, la toute dernière, qui est sortie en début de semaine dernière, je crois. Et si vous avez besoin éventuellement de redéfinir, c'est possible avec ces propriétés. Ce n'est pas quelque chose que je vous recommande, mais sachez qu'en tout cas, l'ensemble des versions qui sont définies apparaissent dans ce fichier POM. C'est là que la magie, en quelque sorte, opère. Combien d'entre vous étaient au courant de ces fichiers, des versions? Je pense pas tant que ça finalement. J'espère que vous aurez appris deux, trois trucs ce soir. Le prochain, c'est sur la configuration. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut gérer la configuration de notre application à l'ère du cloud avec une multiplicité des environnements, peut-être des environnements à base de containers, peut-être citer Kubernetes, peut-être des implémentations, des distributions différentes. Finalement, comment est-ce qu'on arrive à gérer et à injecter notre configuration dans notre application? Alors, la première chose qu'on va se faire, peut-être que j'aurais dû faire dès le début, on va lancer l'application pour que vous ayez quand même une idée de quoi on parle. Donc, mon application est composée, comme vous voyez, de différents composants. J'espère que ça se voit. On a une gateway. On va démarrer. Gateway va être le point d'entrée de mon application. Mon application 80-80. Et là, on a un message sur fond blanc. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est finalement une page par défaut qui est proposée par ma gateway. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas été capable de se connecter aux autres services. En l'occurrence, là, pour faire mon application, j'ai l'interface graphique qui est gérée dans un autre composant. On verra un peu après comment on implémente ce genre de choses. On va démarrer le reste des composants. Donc là, on va avoir l'IHM. On va rafraîchir. Et au bout d'un moment, la gateway finira par voir qu'il y a une IHM. Okay. Je ne sais pas si c'est bien visible. Voilà l'IHM de l'application. Okay. Quelque part, à un moment donné, il y a eu découverte, en tout cas prise en compte que de nouveaux composants ont été mis à disposition. Vous voyez ici la liste des films. Alors, je vous rassure, n'espérez pas voir Josh Long au cinéma la semaine prochaine en IMAX. Ça serait peut-être rigolo. Mais en réalité, l'application a besoin de composants additionnels pour aller chercher des informations sur les films. Si on clique, ici, en fait, on va avoir des valeurs par défaut qui sont positionnées. Donc, un des patterns qu'on verra un petit peu plus tard. Comment est-ce qu'on réagit au côté élastique, au côté dynamique d'une plateforme à base de containers et de cloud. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dérouler l'ensemble des composants et on va démarrer maintenant le microservice responsable de la récupération des films. Ce qu'on ne voit pas là, c'est qu'il se passe beaucoup de choses en fait sous le capot. En particulier, on est allé chercher des composants additionnels. On voit ici un Redis qui a été démarré automatiquement par mon application Spring Boot. Je démarre, il se passe plein de choses. On va détailler tout ça au fil de la soirée, enfin, au moins d'une heure, on espère, je vous rassure. Donc, on va rafraîchir. Et maintenant, qu'est-ce qu'on a? Une liste de films. Liste de films, mais pas d'affiches. Bon, vous imaginez ce qu'on va faire. On va démarrer le composant additionnel qui s'occupe de ça. Voilà. On ici. Un petit refresh et notre gateway finira par récupérer les composants additionnels. Vous voyez, une architecture à base de microservices, ça vous permet de faire ça.
hein, c'est-à-dire vous déployez les différents composants de votre application en fonction de vos besoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans une architecture à base de cloud, si vous n'avez pas besoin d'un microservice en particulier, ou si vous avez besoin de scaler différemment, vous avez besoin de plus de CPU mémoire pour un composant en question, c'est possible. On ne fait pas les applications comme on pouvait le faire il y a 20 ans, de manière monolithique. Ça a du sens, hein, de faire des applications monolithiques, mais si on veut profiter de la scalabilité que nous offre le cloud, c'est bien de pouvoir en profiter. Et puis la dernière chose qu'on veut afficher, c'est les trailers. Donc là, il n'y en a pas. Donc on va démarrer le dernier composant. Et puis après, on va pouvoir rebasculer sur le reste de la démonstration. Le dernier composant, lui, va pouvoir m'offrir les trailers de mes films. OK. Vous voyez à peu près, vous avez fait connaissance avec l'application. Maintenant, on va décortiquer et on va voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec Spring Boot. Donc, on parlait tout à l'heure de configuration. Notre gateway, pour pouvoir découvrir l'ensemble des microservices, vous imaginez bien qu'il faut faire la découverte quelque part. En tout cas, il faut qu'on sache comment ces différents composants sont déployés sur mon environnement. Il n'y a pas de magie, il n'y a jamais de magie. Dans Spring Boot, il y a toujours quelque chose au bout du fil qui implémente la fonctionnalité. Là, en l'occurrence, dans mon application, j'ai choisi d'injecter dans la configuration les différents éléments dont j'ai besoin. Ce qui va m'intéresser ici, c'est les URL qui sont nécessaires pour pouvoir contacter les autres microservices. Vous voyez que là, la configuration par défaut de mon application, ce qui est dans le code source, imaginez vous git cloner ce projet. D'ailleurs, vous aurez accès au code source si vous voulez faire tourner ça sur votre machine ce soir pour vous endormir. Vous propose ici une configuration qui fonctionne dès que vous clonez le projet avec des ports qui sont définis. La question, c'est lorsqu'on est dans un environnement à base de cloud, et là, on va utiliser la version déployée sur un cluster Kubernetes, vous imaginez bien que là, on n'est plus sur du localhost, on est sur quelque chose de un poil plus compliqué. Donc, cette configuration différente, comment est-ce qu'on l'injecte dans notre application Spring Boot? La première des choses qu'il faut savoir, c'est que les éléments que vous retrouvez dans ce fichier de configuration, vous pouvez le définir de différentes manières. La première, on en parlait à l'instant, c'est de définir des profils. Les profils, vous pouvez les définir avec cette notation, application-le nom d'un profil. Derrière, ça vous permet de redéfinir certaines propriétés. Au moment où vous lancez votre application, vous pouvez indiquer par variable d'environnement ou dans la ligne de commande les différents profils que vous souhaitez activer. C'est une bonne manière peut-être d'activer des éléments de configuration supplémentaires en fonction de votre environnement dans lequel vous déployez votre application. Une autre manière de faire, et je viens de le citer, question. Tu as raison. Tu as raison. Et c'est pour exactement. Exactement. Et c'est pour ça que on va essayer de monter graduellement, tu vois. Mais ta remarque est juste, hein. Effectivement, l'idée, c'est de ne pas mettre en place. Et d'ailleurs, c'est difficile parce que le développeur, en réalité, il ne sait pas forcément comment l'application est déployée en production. Il ne sait pas nécessairement quelles vont être les URL. Et donc, il serait bien incapable, dans bien des cas, de définir ces choses-là. Donc là, c'est pour ça que la configuration propose par défaut une configuration qui fonctionne sur un poste de développeur. Et donc là, en réalité, on a besoin d'injecter des éléments de configuration supplémentaires. Quand on fait ça, quand on déploie une application Spring Boot sur du Kubernetes ou à base de containers, la chose qu'on peut faire, c'est de passer, alors je vais ouvrir la bonne fenêtre, et on va se connecter à notre cluster. Si le réseau ne nous fait pas défaut, on va basculer sur le bon contexte. Très bien. On est connecté. On va afficher nos pods. Okay, vous voyez nos pods qui sont lancés. Et en réalité, ce qu'on va voir en fait ici, c'est que la configuration de notre gateway, okay, je l'ai en réalité injecté ici avec une instruction supplémentaire. Vous voyez ici le Spring config import. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Donc ça, c'est une variable d'environnement. Vous allez pouvoir définir
sur votre container, sur votre pod. L'idée là, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on voit? C'est qu'on est en train de dire à notre application, écoute, quand tu démarres, tu peux aller chercher de la configuration additionnelle derrière ce chemin-là. Vous voyez la valeur, optional. Ce qui est important, en fait, c'est le config tree. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans les versions récentes de Spring Boot, là, je parle des versions 2.6 ou 2.7 de mémoire, si vous voulez injecter de la configuration issue config map, un secret, vous avez fait un peu de Kubernetes, donc vous voyez à peu près peut-être ce dont je parle. En fait, vous avez tout ce qu'il faut dans le framework. Il n'y a pas besoin d'injecter, pas besoin d'aller chercher des bibliothèques additionnelles pour pouvoir faire ce genre de choses. C'est pris en charge nativement par Spring Boot. Encore faut-il savoir comment s'y prendre. Alors voilà à peu près comment on fait. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un chemin particulier ici. Alors on voit que ce chemin, il est également défini par une variable d'environnement. J'y viendrai un petit peu plus tard dans un autre pattern. Et on voit qu'on va retrouver dans ce chemin un dossier config. On va regarder qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce dossier config. Et donc pour cela, on va rentrer à l'intérieur du pod. Et ce qu'on va voir, c'est que on a la fameuse variable d'environnement. Vous voyez le service binding route. Donc on va suivre le chemin et on va voir qu'est-ce que va nous donner service. Si j'ai de la complétion, ce sera bien. Ce sera plus pratique à une main. Service binding route. Et on va voir que dans ce chemin, on a un dossier config. J'espère que vous le voyez, il est tout en dessous. Si on va regarder à l'intérieur de ce dossier config, qu'est-ce qu'on voit? On va retrouver en fait des fichiers. J'espère que c'est visible. Vous voyez ici un certain nombre de fichiers qui se trouvent, en l'occurrence, être des liens symboliques vers autre chose. Qu'est-ce qu'on a fait en fait là? Là, on est en train de dire à Spring Boot, écoute, il y a un dossier dans notre container qui se trouve être en réalité un point de montage. Je vais vous montrer comment on fait ça. Et donc, dans ce point de montage que vous voyez là, ce sont les clés d'un config map qui a été monté automatiquement qui a été monté dans notre pod. En faisant pointer, en utilisant le config tree dans votre configuration Spring Boot, comme on l'a vu il y a 2 secondes, toutes les entrées qui sont définies à l'intérieur de ce dossier vont être des valeurs de configuration que vous allez pouvoir surcharger dans votre application. Là, en l'occurrence, ce qu'on va voir, c'est que j'ai, comme on peut le voir ici, des éléments de configuration supplémentaires. Donc là, on peut faire quelque chose comme un cat, par exemple. Vous vous rappelez ce sont des fichiers. Hein. Donc on peut regarder et afficher la valeur. Alors, je vais mettre ceci en haut. Et on voit ici un cache pour un TTL pour le cache, 60 minutes. C'est probablement pas ce que je vais activer sur ma machine parce que si je développe et j'ai besoin de quelque chose qui se rafraîchit rapidement, je ne vais peut-être pas définir. Mais là, je suis sur un environnement cloud. A priori, les films ne se mettent pas à jour toutes les minutes. Et donc, c'est pour ça que j'ai une configuration différente. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vous permet d'injecter de la configuration dans votre application Spring Boot sans avoir à redéfinir quoi que ce soit. Pas la peine de définir, d'aller insérer un client Kubernetes qui irait chercher des choses en utilisant l'API. Non, non. Tout est disponible dans Spring Boot. On n'a pas besoin de se casser la tête. On va retourner sur la définition pour vous montrer qu'en fait, tout ça est issu d'un config map, d'accord, avec la configuration, entre autres, de mon application. Alors, elle est peut-être dans un secret en réalité. Voilà. Donc là, on retourne le Springflix Services. Vous voyez ici ces entrées qui, si elles sont montées dans notre pod, va nous permettre de récupérer. Alors là, c'est du base 64. Il n'y a rien de secret là-dessus. Il suffit c'est comme dans la matrice. Hein, au bout d'un moment, vous savez les lire. Et donc, ce sont des entrées qui vont pouvoir ensuite être montées nativement par votre application. Et si on retourne sur la définition du pod pour finir, vous allez retrouver derrière le chemin en question vous allez retrouver le fameux volume qui correspond à notre Springfix config. Okay, donc, ce volume ici fait référence à un secret Kubernetes. Donc, tout ce que vous avez à faire, retenez une chose, au niveau Kubernetes, il n'est pas nécessaire que votre application Spring Boot
ait connaissance de l'environnement dans lequel elle va être déployée. Elle peut tourner tout aussi bien en local sur votre machine. Si vous avez à la déployer ensuite sur un environnement cible comme Kubernetes, la seule chose que vous avez à faire, c'est d'injecter la configuration dont vous avez besoin sous forme de config map ou de secret. Et pour cela, vous allez faire un point de montage avec un volume. C'est la seule chose que vous avez besoin de savoir. Okay, c'est ça que nous donne en fait comme indication le fameux 12 factor lié à la config. Le suivant va traiter des services additionnels. Alors juste avant qu'on aille là-dessus, vous voyez que sur la partie config, on avait des config maps, des secrets. La question qui se pose derrière, c'est qui provisionne ces config maps, qui configure ces secrets. L'intérêt d'une solution comme celle-ci, c'est que finalement, l'application n'a pas à savoir d'où vient la configuration. Il y a juste un config map, un secret. On s'attend à ce qu'il soit présent dans le namespace dans lequel on fait tourner l'application. Vous avez par ailleurs peut-être mis en place du GitOps avec d'Argo CD ou du Flux CD pour configurer une synchronisation de votre entité config map secret à partir d'un Git. Et c'est comme ça que vous pouvez implémenter ce genre de mécanisme. Okay, donc on passe à la suite. Backing Services. Qu'est-ce qu'on voit là? Donc ce principe-là, il est déterminant, il est important dans le concept du cloud. L'idée, c'est de se dire qu'en fait, il fait directement écho à ce qu'on vient de voir par rapport à la configuration. Selon les environnements dans lesquels votre application va être déployée, évidemment, vous allez peut-être certainement pas utiliser les mêmes bases de données, les mêmes services. Et il est entendu, et j'espère évident pour tout le monde, que vous n'allez pas mettre le mot de passe en production dans votre application .properties. Personne ne fait ça, bien sûr. Donc l'idée derrière ça, c'est de se dire comment est-ce que j'arrive à injecter de la configuration spécifique à mon application pour pouvoir permettre ce genre de choses. Alors, en extension de ce qu'on vient juste de voir, sachez qu'il existe une chose. On a parlé de service binding il y a 2 secondes. Vous avez vu cette fameuse variable d'environnement, d'où ça vient. En réalité, ce service binding, il vient, si j'arrive à voir, hop, j'ai des fenêtres qui viennent se mettre. Voilà, donc le fameux service binding, il vient de ce projet-là. Servicebinding.io. Je vous invite à regarder. C'est un projet open source que vous pouvez déployer sur votre distribution Kubernetes favorite. Ça marche sur n'importe quelle distribution. C'est un projet open source avec différents contributeurs. Et en gros, l'idée, c'est de se dire, quand j'ai besoin de connecter mon application à un service externe, vous l'avez certainement fait déjà par le passé, dès que vous passez d'une base de données à une autre, d'un service à un autre, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la manière dont on représente les credentials, le login, le password, l'URL, c'est à chaque fois différent. Bien souvent, quand on déploie une application Spring Boot qui s'appuie sur une base de données, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être avoir des bases de données éphémères sous forme de containers quand on est dans des environnements de développement ou de qualification, et on va peut-être utiliser d'autres choses que des containers quand on est en production. C'est souvent le use case qu'on rencontre. Et c'est là que viennent les difficultés, c'est que la manière dont on configure l'accès pour récupérer les informations de connexion lorsqu'elle vient d'un chart Helm Bitnami, par exemple, et lorsqu'on doit se connecter en prod sur une bonne vieille VM ou une base de données managée par votre clouder, la manière dont on s'y connecte, la manière dont les informations de connexion sont présentées sont différentes. Donc ça veut dire que vous, en temps normal, vous avez à prendre cette spécificité dans votre application. C'est là que Service Binding joue un rôle. Service Binding, en gros, c'est une spécification qui va vous permettre de définir un certain standard. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que derrière, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure pour la configuration, en réalité, va permettre de définir une structure de données. C'est-à-dire que, vous vous rappelez les config maps et les secrets, chacune peut utiliser, définir ses propres clés selon le fournisseur de base de données que vous allez utiliser, que ce soit un chart, que ce soit un opérateur, etc. Là, en fait, avec les services binding, on va être capable de dire, écoutez, maintenant, si on a une base de données, on doit mettre à disposition un login, un mot de passe, des URL, eh bien, en fait, on a une structure sur laquelle on va pouvoir s'appuyer, et ce qui va permettre de simplifier, en tout cas d'apporter un peu de standard dans la manière dont on gère l'accès à des services externes. Quel est le lien avec Spring Boot? Vous allez me dire. En fait, avec Spring Cloud, pour être plus précis.
je vous invite à regarder ce projet open source. Donc, ça fait partie de la galaxie des projets Spring Boot, Spring Cloud. C'est Spring Cloud Bindings. Qu'est-ce que c'est que ce projet? C'est justement un projet qui va vous permettre de faire le lien entre des bindings sous forme de config map et de secret, qui sont spécifiés dans la spec tout à l'heure, et de faire le lien avec des propriétés Spring Boot que l'on a l'habitude de gérer. Donc, dit autrement, le login mot de passe que vous allez extraire d'un config map service binding qui vient de votre base de données Bitnami, par exemple, vous savez que si vous faites du Spring Boot, du Spring Data, vous attendez à ce que, je vais prendre l'exemple du Postgres, par exemple, vous vous attendez à ce que le Spring Data Source ou un password, le Spring Data Source username, URL, etc. soit renseigné. C'est ce que fait cette lib en fait. Cette lib, elle est capable automatiquement d'aller extraire pour vous les informations qui sont spécifiées dans le fameux dossier Service Binding Route qu'on a vu tout à l'heure. Donc, j'insiste, quand vous utilisez du coup du Service Binding, qu'est-ce qui se passe? Le projet Service Binding, qui est un opérateur qui tourne sur votre cluster Kubernetes, lui, son rôle, c'est de découvrir les configurations qui sont nécessaires, de les injecter. On parle d'une projection, hein, c'est ce qui est spécifié dans la spec. Donc, le contrôleur en question va modifier votre pod, va modifier votre application pour venir y insérer, d'une part, la fameuse variable d'environnement service binding route qu'on a vu tout à l'heure, et qui va aussi faire pour vous le point de montage pour monter le secret du chart Bitnami dans notre application, dans notre pod. Vous voyez les 3-4 lignes qu'on a vues tout à l'heure pour faire le point de montage et la variable d'environnement. En fait, quand on utilise un service binding, on n'a même plus besoin de le faire. En fait. Ça se fait tout seul. Okay. Donc là, une fois de plus, je vous invite à regarder. Il y a a priori beaucoup de services que vous utilisez aujourd'hui qui sont probablement pris en charge par Spring Cloud Bindings. Donc, une bonne manière de séparer votre application des environnements et des services sur lesquels vous allez vous connecter. Dernier point, j'ai cité Bitnami tout à l'heure. C'est important. Pourquoi? Parce que vous connaissez probablement cette bibliothèque de composants open source que vous pouvez déployer sur votre Docker en local, sur votre machine, mais aussi les différentes charts Helm que vous pouvez instancier sur votre distribution Kubernetes favorite. Depuis, ça va faire maintenant presque un an, en fait, hein, on voit 20 avril 2023, les charts Bitnami supportent les fameux services binding. Donc, ça veut dire que simplement en activant une propriété qui est ici, au moment de déployer votre chart Bitnami, peut-être que vous le faites déjà en fait hein, chez vous. Hein, je ne sais pas si vous utilisez, vous appuyez sur Bitnami pour vos services. Eh bien, en fait, vous avez simplement cette propriété activée. Service binding enabled, vous la passez à true et ça va vous générer le secret Kubernetes qui contient les informations de connexion. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous? Dans votre application Spring Boot, vous ajoutez la dépendance vers le Spring Cloud Bindings qu'on a vu juste avant. C'est un jar que vous incluez dans votre application Spring Boot. Et ensuite, pourvu que vous ayez installé le projet Service Binding for Kubernetes sur votre cluster, vous allez pouvoir faire une projection des secrets qui ont été créés pour le chart de votre service favori. Et c'est comme ça qu'on fait le lien avec les informations de connexion. Quand on a ce genre de mécanisme en place, pour un développeur, ça signifie qu'il n'a même pas besoin de savoir d'où viennent les logins, mots de passe des services qui sont à disposition. Ça change complètement la manière dont on adresse, dont on gère l'accès à des données sensibles comme celle-ci. Pourquoi? Parce que ça veut dire que c'est celui qui fournit le service, qui fournit le binding qui permet de se connecter à ce service. Là où, de manière traditionnelle, c'est le développeur ou le release engineer qui doit aller chercher dans un Vault, dans un Git en particulier, toutes les informations de connexion dont il a besoin. Là, imaginez qu'en fait, celui qui fournit le service, c'est peut-être un DB admin, c'est peut-être un service managé par votre entreprise, une équipe dédiée, qui non seulement va vous mettre à disposition le service Postgres, MongoDB, Kafka, que vous avez besoin pour faire tourner votre application, et qui en plus peut faire ce pas supplémentaire en fournissant les informations de connexion qui permettent de se connecter à votre service.
Pour le développeur, vous n'avez rien à faire. Et cerise sur le gâteau, le jour où cette équipe a besoin de faire changer les informations de connexion, parce que les mots de passe ne sont pas éternels, à un moment donné, on va les faire tourner, on va pour apporter de la sécurité. Donc, vous allez changer vos mots de passe. Vous allez peut-être même mettre à jour vos bases de données. Et donc, les IP, les URL qui auront été attribués vont peut-être changer. Vous allez peut-être faire grossir votre base de données. Donc, ces informations de connexion, elles vont changer. Si c'est le fournisseur du service qui vous fournit le service binding, c'est-à-dire les informations de connexion au service en question, en plus, pour côté développement, vous n'avez rien à faire. C'est le secret fourni par le fournisseur de service qui va évoluer, qui contiendra le nouveau mot de passe, qui contiendra la nouvelle URL, et le contrôleur service binding va s'occuper de redéployer automatiquement votre application. Combien de fois ça vous est arrivé ça, hein? Vous changez le mot de passe, vous changez l'URL, et il faut que tout le monde soit synchronisé, il faut qu'on soit sûr que dans le Vault ou dans les répertoires GitOps, on soit certain d'avoir le bon mot de passe, le bon certificat. Avec des projets comme ça, c'est open source, et Spring Cloud Bindings, finalement, vous n'avez plus besoin de vous occuper de ce genre de détails. Oui. Oui. C'est une très bonne question. Tu pourrais être amené au niveau des priorités. On voit qu'on a plusieurs sources pour injecter la configuration. Cette configuration, elle peut venir de votre application Properties, injectée, disponible dans votre code et disponible dans le jar. Vous vous rappelez, dans ma configuration ici, j'ai indiqué, si j'arrive à sortir de cette fenêtre, j'ai indiqué les URL localhost. Ça se retrouve dans mon jar qui tourne en prod sur mon cluster. Donc ça, c'est la première source. Si vous définissez une variable d'environnement, ces variables d'environnement ont la priorité sur les fichiers de configuration qui sont embarqués dans votre jar. Okay. Vous pouvez le définir au niveau du container, variable d'environnement, etc., etc. Et s'il y a une manière d'aller au-delà et d'apporter plus de priorité, c'est en injectant et en utilisant le Spring Config Import qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du conteneur, tu peux avoir un fichier, un autre fichier application properties. L'idée, c'est qu'il soit en dehors du jar, bien sûr. Hein, c'est le pattern. Et en utilisant la technique que je vous ai montrée il y a 2 secondes, vous pouvez monter votre secret à l'intérieur de votre pod, de votre container, et récupérer comme ça de la configuration qui va venir s'imposer, qui va venir s'appliquer en priorité par rapport à tout le reste. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir définir ici des URL spécifiques qui vont venir surcharger la configuration par défaut. Voilà, ce niveau graduel de priorité qui est pris en charge nativement par Spring Boot. Ça répond à ta question, Patrick? Oui. Si la variable d'environnement... Ouais, selon les règles que je viens de te citer, il y a une règle de priorité. En général, on évite de mettre les informations de connexion en variable d'environnement. Hein. On évite de mettre le mot de passe de la production en variable d'environnement, par exemple. Si on peut éviter, c'est mieux. Pourquoi? Parce que ces informations-là sont visibles des autres pods, des autres containers de l'application. Hein. J'en vois quelques-uns qui sourient. Il y a malheureusement des gens qui font ça. On ne se rend pas compte derrière des implications. Hein. Il suffit que vous connectiez sur le pod et vous allez récupérer comme ça toutes les informations dont vous avez. Bref. J'essaie d'avancer parce qu'on prend un peu de temps, on prend un peu de retard. Si tu t'appuies sur le service binding, d'accord? Oui, c'est l'idée. Le service binding sera en mesure de faire une projection sur ton pod et faire un rollout de ton application selon les règles ensuite que tu auras définies au niveau de Kubernetes. Avec les pod description budget, par exemple, et les informations de comment tout ça, comment ton application doit être déployée. C'est l'idée. Oui. À voir. Ça peut éventuellement cohabiter. Après, il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas de recoupement entre les informations que tu vas mettre dans le service binding et les informations qui sont disponibles dans le Spring Cloud Config Server.
L'intérêt d'un Spring Cloud Config Server, c'est que c'est, entre guillemets, des technologies uniquement Spring Boot. Là, ce que je vous montre ce soir, c'est des choses qui existent et qui s'appliquent pour n'importe quelle application, en fait. Ce n'est pas que du Spring Boot. Là, on parle de quelque chose de complètement générique. Et c'est Spring Cloud Binding qui fait le lien avec cette spec. Mais question néanmoins intéressante. Dans le reste, build, run, release, ça peut sembler tellement évident, mais ça permet quand même de mettre en avant une technologie aujourd'hui qui va vous permettre de construire de manière répétable vos projets. Donc, pas vous parler de Maven, de Gradle. A priori, vous savez déjà de quoi on parle. En revanche, je pense que lorsque vous déployez des applications sur Kubernetes, vous êtes probablement au fait de la nécessité de mettre à disposition un Dockerfile pour créer un container. C'est l'unité de, on va dire, de livraison. C'est le livrable par excellence quand on déploie une application sur Kubernetes. Là, ce qu'on va pouvoir visualiser, c'est qu'en fait, je n'ai pas de Dockerfile sur mon projet. Pourtant, c'est un container qui tourne derrière. Vous allez me dire comment ça fonctionne. En réalité, en 2024, si vous voulez créer des containers pour vos applications, jetez un œil à buildpacks.io. Buildpacks.io, c'est une technologie de la fondation CNCF. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour toutes vos applications, pas seulement Spring Boot. L'idée, c'est quoi derrière? C'est de vous proposer des recettes de cuisine, entre guillemets, c'est-à-dire de pouvoir construire toutes les applications Java, PHP, .NET, Python, etc., de la même manière. Donc, l'idée, c'est de libérer le développeur de cette contrainte, de maintenir un Dockerfile. Vous voyez ce qu'il y a dans un Dockerfile? Il y a à boire et à manger, en réalité. Vous allez définir l'OS de base, vous allez définir la version de Java que vous allez utiliser pour faire tourner votre application, vous allez définir les certificats dont vous avez besoin pour vous connecter à votre environnement, etc., etc. Il n'y a pas un Dockerfile qui ressemble à un autre, parce que chaque développeur va avoir sa manière de faire. Et quand on a besoin de gérer la création de containers à l'échelle, c'est une plaie, en fait, parce que quand il va s'agir de mettre à disposition des patchs de sécurité, vous avez besoin de mettre à jour votre version de Java sur l'ensemble de vos containers. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez demander instamment à vos équipes de développement de mettre à jour les Dockerfiles. Donc, si on peut se passer de ces Dockerfiles, c'est une bonne nouvelle. Et c'est précisément ce que vous propose buildpacks.io, qui est une technologie qui va vous permettre de créer des containers. Ces containers, vous allez pouvoir les utiliser après sur n'importe quelle distribution Kubernetes. Et c'est assez bluffant quand on voit comment ça fonctionne, puisque, en l'occurrence, pour pouvoir containeriser une application, je vais ouvrir un petit terminal. La seule chose que j'ai besoin, c'est, je dois l'avoir sous la main, c'est cette ligne de commande, pack. Pack build, je vais lancer la commande. Voilà, c'est terminé. Mon container, il est créé. En fait, la commande en question va récupérer ces fameux build packs qui me permettent de définir une bonne fois pour toutes comment est-ce qu'on construit des applications Java dans ma compagnie, dans mon entreprise. Si vous deviez mettre à jour, vous voyez qu'ici, il va télécharger plein de choses. Il va télécharger le Maven, il est passé un peu vite, mais il a téléchargé la bonne version de Java qui s'applique dans votre entreprise. Si vous deviez mettre à jour toutes vos applications Java parce qu'il y a un patch de sécurité qu'il faut déployer en urgence, ou Log4Shell, avec Buildpack, vous avez cette possibilité de pouvoir le faire à l'échelle sans avoir besoin de revenir sur l'ensemble des Dockerfiles. C'est un système qui va permettre, vous voyez, c'est assez rapide, de recompiler et de réinsérer toutes les dépendances dont vous avez besoin. Alors, si on remonte un peu plus haut, vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui interviennent, et en particulier ici, un découpage modulaire des différents build packs. Vous voyez qu'il y a une phase de détection qui intervient lorsque vous lancez les build packs. Là, les build packs ont été capables de définir, de voir qu'on parlait d'une application Java. Mieux que ça, on a vu que c'était une application Java Spring Boot. Donc ça, c'est important. Pourquoi? Parce que ça veut dire que les build packs vont être capables d'optimiser votre application parce qu'on sait que c'est une application Spring Boot. On sait que si on veut bien l'utiliser dans un environnement à base de conteneurs, il faut faire un certain nombre de choses. Peut-être que vous n'étiez pas au courant, ou peut-être que vous ne faisiez pas attention et que vous mettiez directement votre jar dans votre container. En réalité, si on veut optimiser les performances, si on veut avoir un démarrage plus rapide de notre application, en réalité, quand on est dans un mode container,
ça n'a pas de sens de faire un Java moins jar. Parce qu'à chaque fois que vous allez démarrer votre container, ce que va faire Spring Boot, il va dézipper le contenu du jar parce que c'est à l'intérieur qu'il va retrouver les dépendances. Donc, autant le faire une bonne fois pour toutes. Au moment du build, c'est ce que font les build packs, c'est-à-dire qu'on va automatiquement configurer, on va faire un jar explosé, exploded en anglais, pour mettre en place une configuration qui vous permette de bien utiliser, avec les meilleures performances possibles, votre application dans un mode de container. Si vous avez besoin derrière de performances supplémentaires et si vous voulez faire du GraalVM avec des images natives, il y a un build pack pour ça. Ça veut dire que sans avoir à changer votre chaîne CI, vous allez pouvoir vous appuyer et au lieu de faire un Docker build et de devoir redéfinir la manière dont vous compilez pour pouvoir profiter des bénéfices des images natives avec GraalVM, il y a un build pack pour ça, vous n'avez rien à faire. Si vous suivez un peu l'actualité, dans les versions prochaines de Java, on va avoir des éléments des fonctionnalités supplémentaires qui vont permettre d'avoir des démarrages instantanés de vos applications Java à base de VM, à base de JVM, c'est-à-dire quelque chose d'intermédiaire par rapport à un démarrage avec une image native GraalVM. Donc, c'est du CDS, Class Data Shared, ou quelque chose comme ça, qui permet en fait d'extraire en fait, le bytecode de votre application, de la JVM, de l'extraire, de la lancer une fois. Okay, on laisse la JVM faire les optimisations avec le hotspot, etc., etc. Une fois qu'on a la JVM qui a bien chauffé, on fait un extract, on fait un dump de tout ça. Et il y a un build pack qui s'occupe de faire ça pour vous, hein, de sortir ça et de pouvoir l'insérer dans l'image pour qu'au prochain démarrage de votre conteneur, ça démarre comme ça. Et on ne sera pas en mode GraalVM, on sera avec un mode de déploiement à base de JVM. Ça peut avoir son intérêt selon ce qu'on est à faire. Bref, les build packs font plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails, notamment des options de cache. Vous avez vu que là, je n'ai pas eu besoin de télécharger la moitié d'Internet parce que je lance mon Maven à l'intérieur de mon container. Les build packs prennent en charge ce genre de choses et bien d'autres choses. Je vous invite à regarder buildpacks.io. La bonne nouvelle, c'est que vous avez également à l'intérieur de Spring Boot, en réalité, un support natif de ce genre de choses. Donc, vous n'avez même pas besoin en fait, de télécharger la ligne de commande CLI pack, puisque vous avez à disposition. Alors, je vais prendre mes deux mains pour les taper, ce sera plus vite. Maven Spring Boot, build image. Combien d'entre vous avez déjà utilisé cette ligne de commande? Quelques personnes. Quand vous faites ça, en fait, c'est derrière, c'est des build packs qui sont mis en œuvre pour pouvoir containeriser votre application. Donc, demain matin, lorsque vous rentrez chez vous, vous supprimez tous les Dockerfiles de vos projets. Vous n'en avez plus besoin. Si vous faites du Spring Boot, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir créer des containers en appuyant sur des technologies comme Buildpacks, qui est une technologie CNCF qui vous permet de déployer votre application sur n'importe quelle distribution Kubernetes. Derrière, vous lancez votre Docker Run. Il n'y a rien qui différencie ce container plutôt qu'un autre. Voilà. OK, on passe à la suite. On essaie d'avancer. Process. Donc là, l'idée, c'est de faire en sorte que votre application puisse fonctionner et à l'intérieur de votre container. C'est plus une manière de mettre en avant les architectures microservices. On va essayer de faire en sorte que les applications contiennent uniquement ce dont on a besoin de faire. Et on parle également à ce niveau-là de la gestion des fichiers à l'intérieur des containers. Donc, par extension de ce qu'on a vu jusqu'à présent, n'allez pas stocker vos logs à l'intérieur de vos containers, par exemple. Vous ne venez pas mettre des choses comme ça. Pourquoi? Parce que là, on parle des containers qui vont et qui viennent. Si vous écrivez des logs dans vos containers, il y en a qui le font. Je ne citerai pas les noms. Vous allez perdre vos logs tout simplement dès que le container va s'arrêter. Voilà. Donc, votre application doit être ce qu'on dit stateless. Si vous avez besoin de stocker un état, ce n'est pas votre application qui doit le faire. Ne stockez pas dans une variable d'environnement ou dans la session utilisateur ce qu'est en train de faire votre utilisateur sur une connexion. Vous allez utiliser un service externe et donc là, ça fait le lien avec les backing services qu'on a vu juste avant. Port binding, celui-là, il est assez simple. On va essayer d'être rapide. L'idée, c'est quoi? C'est que en fait, votre plateforme, elle est susceptible
de configurer votre application pour fonctionner selon les contraintes édictées par votre distribution Kubernetes ou votre équipe plateforme. Donc là, en l'occurrence, qu'est-ce qu'il faut retenir? Une seule chose, quand vous faites du Spring Boot, n'allez pas croire que votre application tournera forcément sur le port 8080. C'est susceptible de changer. Donc le mieux, ce que je vous recommande de faire pour vos applications, c'est de définir ceci, une seule ligne. Ici, vous voyez, serveur.port, qu'est-ce qu'on vient ici? On vient récupérer la valeur d'une variable d'environnement, port. Par convention, quand vous faites du Kubernetes, en général, si le port devait être redéfini, la plupart du temps, il est redéfini par cette variable d'environnement. Là, mon application, si la variable d'environnement port n'est pas définie, j'utiliserai une valeur par défaut. 2 points, derrière, vous mettez la valeur par défaut. Lorsque je lance cette application sur ma machine, c'est la valeur 9000 qui va être utilisée. Et lorsque je déploie mon application dans mon environnement Kubernetes, ce n'est pas cette valeur 9000 qui va être utilisée, ça va être la valeur, en général, 80-80. Donc, vous voyez que comme ça permet de gérer les deux. Ça nous évite d'avoir une configuration compliquée en termes de déploiement, simplement en rajoutant cette ligne. Voilà, petit tips au passage, c'est gratuit. Concurrency. Là, on va parler de choses très intéressantes. J'essaye de ne pas trop traîner. Concurrency, c'est la capacité à pouvoir faire de la scalabilité avec vos applications. Okay, va sans dire que on ne va pas scaler une application comme ça, on ne va pas créer forcément plusieurs instances et ça va forcément marcher. Non. Je vous ramène à quelques facteurs précédents. Stateless, si vous voulez être capable de pouvoir créer plusieurs instants de votre application, il ne faut pas stocker d'informations d'état. Concurrency, l'idée, c'est quoi? C'est que plutôt que des problèmes de performance, votre application, si elle est bien construite, vous allez pouvoir augmenter la capacité à prendre des requêtes supplémentaires, non pas en donnant plus de CPU et de mémoire à votre pod, mais en créant plus d'instances. D'accord? Créer plus d'instances, ça veut dire, dans le monde Kubernetes, créer plus de réplicas. Si chacun de ces réplicas se met à stocker des états, on va avoir quelques difficultés. Si vous avez du load balancing, votre application, elle va rediriger le trafic sur l'un ou l'autre des pods. Et là, vous risquez d'avoir quelques surprises. Donc là, quand on veut faire ça avec Spring, dans un environnement Kubernetes, une des choses que vous pouvez faire, c'est mettre en place des frameworks, par exemple, comme Knative, qui vont vous permettre de gérer automatiquement le nombre de réplicas. Il y a d'autres technologies qui existent dans Kubernetes pour pouvoir gérer le nombre d'instances. Là, si on regarde notre petite application, je vais me reconnecter à mon cluster. Hop. Alors là, on est en localhost, on ne va pas voir grand-chose. On va se connecter sur la version hébergée. On va basculer sur si je mets sur le grand écran, hop, on va basculer sur le cluster en question et on va afficher les pods. Tiens, vous voyez ici qu'il n'y a pas de pod pour la version web, le pod web UI qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je n'ai pas besoin de ce pod-là, pourquoi le faire tourner? On va rafraîchir la page et vous voyez qu'un pod finit par apparaître. Si votre application elle est stateless, si vous ne stockez pas d'état, si vous mettez en œuvre ce genre de framework comme Knative, Keda, il y en a d'autres qui existent comme ça sur Kubernetes, vous allez être capable de automatiquement laisser la plateforme arrêter et démarrer vos pods sans que vous n'ayez besoin, vous, d'intervenir. D'ailleurs, on voit ici les trailers, puisque personne ne les utilise, ils finissent par s'arrêter. Ça me permet d'économiser des CPU, de la mémoire. Ça peut être bienvenu sur mon cluster. Cerise sur le gâteau, on va regarder notre pod. On va rentrer à l'intérieur. Vous allez voir quoi en termes de log? On a une application qui... On va zoomer si on arrive. OK. Quelques millisecondes pour démarrer votre application. Si vous faites du Knative, si vous faites du scale to zero avec des applications qui sont susceptibles de s'arrêter si on ne les utilise pas, c'est derrière qu'on veut probablement les démarrer plus rapidement s'il doit y avoir une requête qui arrive. C'est là où GraalVM peut jouer un rôle pour votre application pour optimiser automatiquement les performances de votre application. Comment est-ce qu'on fait ça avec Spring Boot? Vous allez me dire c'est facile. Plus ou moins. En tout cas, on a rajouté des choses récemment, en tout cas pour supporter GraalVM nativement.
Vous allez activer le profil native. Alors sur Maven, c'est comme ça que ça fonctionne. Vous allez faire un native compile. D'accord. Et là, en grosso modo, c'est que ça va compiler votre application en mode natif. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un process qui peut prendre plus ou moins de temps en fonction de votre machine. Sur ma machine, ça prend à peu près 1 à 2 minutes. Donc, c'est clairement pas quelque chose que vous allez faire de manière quotidienne sur votre application. Chaque fois que vous allez implémenter un bout de code supplémentaire, vous n'allez pas lancer ce process, c'est évident, parce que sinon vos développeurs ils deviennent fous, quoi. Par contre, si vous avez une chaîne CI qui construit vos applications toutes les nuits, par exemple, ça peut être bienvenu de faire ce genre de choses derrière le process, derrière ce que va faire GraalVM configuré par Spring Boot. C'est automatiquement enlever tout le code source qui n'est pas utilisé dans votre application. Il y a une phase d'optimisation. Grosso modo, on va secouer le code, on fait du code checking et on va supprimer toutes les méthodes qui ne sont pas utilisées. Vous voyez qu'il y a quand même, malgré tout, pas mal de choses qui ne sont pas utilisées. Ces optimisations-là, les équipes Spring et Spring Boot ont fait le travail pour vous. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. On ne pouvait pas forcément le faire de manière simple. Il y a eu un très gros travail qui a été fait par les équipes Spring Boot en collaboration avec les équipes GraalVM pour optimiser ce process. Alors, l'avantage derrière, c'est que finalement, ce travail-là profite aussi aux autres applications qui ne s'appuient pas sur Spring Boot. Il y a un gros effort qui a été fait. Le résultat, c'est quoi? Pour vous, développeurs, une seule ligne de code, une seule ligne de commande à lancer pour transformer votre application en un binaire. Donc là, on a un binaire au final qui va me permettre de fonctionner avec des performances tout autres. Alors, on va arrêter la version Java de notre Web UI. On va regarder dans le dossier Target. Qu'est-ce qu'on a ici? On a un binaire, 110 mégas. Il y a tout dedans. Il y a tout ce dont j'ai besoin. J'ai juste besoin de prendre ce binaire. Si derrière, je le lance, vous vous rappelez qu'on a une application qui met en œuvre une IHM. On va lancer et en fait, on va avoir quelque chose qui démarre. Vous avez vu, c'est instantané. D'ailleurs, ça veut dire que vous allez facilement pouvoir le mettre avec des mécanismes de scale to zero, arrêter les pods quand c'est nécessaire, les redémarrer quand vous avez besoin. Certains connaissent déjà ça avec les lambda, avec function as a service, etc. On peut faire ça maintenant avec Spring Boot, c'est accessible. C'est quelque chose que vous allez pouvoir facilement faire. Alors, j'avance. Si vous avez des questions, je serai disponible à la pause pour vous en parler. Disposability, on en a parlé. La capacité à pouvoir arrêter notre application. Il y a un point notamment qui peut être intéressant, c'est les health checks. Vous savez peut-être, si vous déployez votre application dans un environnement à base de containers, donc là, on va se connecter sur le composant qui fait des films. Alors, on va juste récupérer le port. Je ne le connais pas par cœur. On est sur du serveur port 8081. Et donc, si on va regarder ce composant 8081, vous avez automatiquement mis à disposition par Spring Boot les health checks dont vous avez besoin lorsque vous déployez votre application sur Kubernetes. D'accord? Je ne sais pas comment vous faites. Peut-être que vous les avez implémentés par vous-même. Pas la peine. Vous avez juste besoin, alors c'est fait automatiquement, c'est activé automatiquement par Spring Boot. Vous pouvez choisir, vous, de les activer ou désactiver en fonction de ce que vous voulez faire. Vous avez ici un management.endpoint elfprobe enabled à true ou à false. Pas besoin d'écrire du code pour faire ça. D'accord? Ça, vous allez ensuite le positionner sur vos fichiers de déploiement Kubernetes. Vous avez ici le liveness, le readiness. L'intérêt de faire ça, c'est quoi? Le liveness, il va retourner. L'idée, c'est de savoir si votre process y répond. Okay, si jamais pour X raison, il ne répond pas ou qu'il met du temps à répondre, Kubernetes va tuer le container, va tuer le pod et on va redémarrer. On va essayer de redémarrer propre. Vous faites du readiness. Vous voyez, le liveness, c'est pour vérifier si votre application est vivante. Le readiness, c'est pour savoir s'il faut envoyer du trafic ou pas sur votre machine, pas sur votre pod. Okay, l'intérêt d'utiliser ça, c'est quoi? C'est que si jamais, là, vous pouvez le configurer au niveau de Spring Boot. Encore une fois, pas besoin d'écrire du code. Là, j'ai dit, en gros, dans le readiness, tu vas vérifier si on arrive à se connecter à Redis. Si on n'arrive pas à se connecter à Redis, le readiness va me renvoyer autre chose que up, ce qui va me permettre en fait de bien gérer. Là, vous voyez ici, pour l'instant, on est connecté.
Alors, on va juste, hop, si j'y arrive, voilà, on va juste arrêter l'application et on va démarrer Redis manuellement. Docker Compose. Alors, il n'est pas tout à fait arrêté, on va le redémarrer. Voilà, on va démarrer notre application ici. Donc là, Redis est lancé, donc en fait, pas de surprise, il va me renvoyer up, d'accord? Donc ça veut dire que mon pod, s'il était déployé dans un cluster Kubernetes, va recevoir du trafic. Si vous arrêtez Redis, si Redis finit par ne plus être disponible, mon application continue de tourner et en fait, automatiquement, ça va retourner down. Ça veut dire que dès l'instant où Redis sera de nouveau disponible, vous n'allez pas perdre de temps à arrêter le pod et demander à Kubernetes de trouver un autre worker node. Vous savez que ça peut prendre du temps en fait. Ce n'est pas immédiat ça. Quand vous arrêtez un pod, Kubernetes prend un peu de temps pour faire tout ça. Si vous utilisez cette astuce avec les readiness, là j'ai redémarré mon Redis, vous faites un refresh et au bout d'un moment, quand mon application Spring Boot finira par se reconnecter au Redis, ce qui devrait arriver un jour, on repassera en up. Ça veut dire que le pod va rester en vie, il va continuer de tourner sur le Kubernetes, mais on ne va pas l'arrêter. C'est-à-dire que vous allez avoir un redémarrage de l'activité très rapide. Voilà. Je vais conclure pour ne pas prendre trop de temps. Je voulais vous parler des dev prod parity. Aujourd'hui, vous avez des capacités à pouvoir déployer et faire du debug, du live debug sur des pods à distance. On ne va pas forcément rentrer de ça dans le détail aujourd'hui. Un point important, logs, ça c'est vraiment important. Log, et j'allais même aller au-delà, tout ce qui est métrique. Aujourd'hui, vous avez des standards qui existent dans l'industrie. Open Telemetry. Retenez une chose, Open Telemetry, c'est quelque chose que vous allez pouvoir utiliser. Open Telemetry, vous connaissez? C'est une manière de standardiser la gestion des métriques, des logs, des connexions réseau qui se passent dans votre système d'information. Le principe, c'est quoi? Vous avez des applications, vous avez une infra. On va standardiser la manière dont on présente ces métriques. Vous avez un collecteur qui est là pour récupérer les informations et ensuite, quel que soit votre fournisseur d'observabilité, que ce soit une Stack Grafana, que ce soit d'autres outils éventuellement en SaaS, le but du collecteur, c'est d'envoyer ça là où vous avez besoin de gérer votre métrique. C'est ce qui me permet, moi, de faire tourner en local, si j'ai besoin, un outil comme Jaeger, qui va me permettre de collecter les métriques et de les gérer en local sur ma machine. Lorsque je tourne, lorsque je tourne un peu trop grand, lorsque je tourne sur, là vous voyez ici, Springfleet Gateway, il a automatiquement vu les requêtes et ça vous permet de savoir qu'est-ce qui se passe dans votre système avec les différents microservices qui sont appelés. Vous avez dans les dernières versions de Spring Boot, à partir de Spring Boot 3, une refonte totale de la gestion des métriques pour s'appuyer sur OpenTelemetry. Jetez un œil dans les release notes, dans la documentation. Et là, vous voyez ici un exemple de métriques d'appel réseau que j'ai été capable d'instrumenter. Ça, vous voyez, ça, c'est des informations que j'ai rajoutées moi dans le code. Si vous avez besoin de débugger des appels réseau entre microservices, c'est hyper pratique. Vous allez pouvoir nommer vos appels réseau et mettre des tags. Quand vous êtes en train de débugger un système distribué avec des appels dans tous les sens de microservices qui s'appellent, etc., c'est un bon moyen d'ajouter des informations que vous allez ensuite pouvoir exploiter. Là, ça tourne en local sur ma machine. Lorsque je déploie mon application sur un cloud, eh bien, sans avoir à réécrire le code de mon application, la seule chose que je change, c'est l'Open Telemetry Collector pour non plus envoyer les métriques sur mon Jaeger, mais plutôt pour les envoyer cette fois-ci vers Grafana Cloud. Vous pourriez utiliser n'importe quelle solution d'observabilité. Donc là, c'est ce que je fais. On va pouvoir requêter et voir que sur l'application Springflix, si on fait une métrique ready, par exemple, hop, on va regarder sur les 6 dernières heures. Voilà. Donc là, vous voyez en fait la capacité à pouvoir démarrer mes différents composants de mon application. Vous voyez qu'ici, c'est des choses qui sont remontées, 200 millisecondes. C'est à peu près le temps qu'il faut pour me lancer un composant parmi tant d'autres. Vous voyez, je n'ai pas eu besoin de changer la manière dont je gère ces métriques dans mon code. Je sors les données importantes via de l'Open Telemetry. Donc, dans Spring Boot, ça s'appelle Micrometer. C'est la bibliothèque qui fait ce travail-là. Vous n'avez rien à faire en fait en termes de développement. Simplement, vous demandez à votre admin favori de mettre en place un Open Telemetry Collector pour récupérer ces informations et les envoyer là où il faut. Peut-être qu'en phase de développement, vous allez utiliser une solution.
en phase de qualif et de prod, vous allez envoyer les informations de métrique vers la solution d'observabilité qui aura les faveurs de votre admin réseau. Voilà, en gros, ce qu'on peut faire aujourd'hui avec Spring Boot, vous voyez, qui est totalement adapté à un usage dans le cloud. On a vu énormément de choses aujourd'hui. Le temps nous a manqué pour rentrer dans le détail. Si vous avez des questions complémentaires, surtout, n'hésitez pas. Vous avez accès au code source de cette application. Vous voyez tout ce qu'on peut faire. Là, on a vu GraalVM, on a vu le service binding, on a vu OpenTelemetry. Ça, c'est vraiment votre liste de courses. Hein, lorsque vous rentrez demain, regardez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les build packs, avec Knative. C'est l'essentiel des choses qu'on a vues ce soir. Voilà. Pour conclure, vous avez ici accès au code source. Hein, si vous avez besoin de le récupérer sur GitHub, je pense qu'on le communiquera les éléments aussi après avec les organisateurs du Meetup. Dernière chose, j'avais un message à faire passer. Hello Springfans, il n'y a jamais eu de meilleur moment pour être un développeur Java et Spring. Il y a à peine 6 mois, nous avons vu la sortie de Java 21 qui apporte des threads virtuels qui nous permettent de faire évoluer les applications comme jamais auparavant. Maintenant, nous avons Java 22 qui permet une interopérabilité native simple avec Project Panama. Et ces deux versions fonctionnent bien en tant qu'image native GraalVM. Spring Boot 3.2 appuie bien Java 21 et Spring Boot 3.3 va appuyer Java 22. Voulez-vous en savoir plus? Rejoignez-nous pour les événements à venir comme Devoxx France, Spring IO et bien Devoxx Belgique. Nous sommes impatients de vous aider à profiter du voyage vers la production. Merci. Josh Long, un développeur advocate qui nous a fait l'amabilité de nous enregistrer ce petit message. Il a fait l'effort de l'enregistrer en français, on peut le remercier. Je vous invite à regarder voilà, ce qui va arriver là prochainement. Devoxx France, là, très bientôt. On a des talks sur Spring Boot. Fin mai, on a Spring IO à Barcelone. C'est encore peut-être le moment de programmer un voyage à Barcelone pour assister et voir les dernières nouveautés autour de Spring Boot. Josh nous a fait l'amabilité d'enregistrer cette vidéo parce qu'il, comme je le disais en préambule, en introduction, il travaille chez Tanzu. Hein, c'est un collègue de travail, si on pourrait dire comme ça. Je fais passer le message. Si vous avez besoin, si votre boîte est intéressée pour organiser des événements en interne chez vous, un mini Spring IO dans votre entreprise, hein, si vous voulez qu'on parle directement avec les gens qui font le framework, n'hésitez pas à revenir vers moi. On se fera un plaisir d'organiser ce genre de session qu'on a l'habitude d'organiser avec les utilisateurs Spring Boot. Merci Josh. Et ça me permet de conclure cette session. Merci beaucoup. Vous avez ici un lien que je vous invite à consulter simplement pour voilà, nous faire un feedback sur la session. Ça nous aide pour nous améliorer. Vous trouverez également des liens, des liens que vous allez pouvoir utiliser si vous avez des sessions, des sujets que vous voudriez approfondir. Je vous invite à nous en faire part dans ce survey. Merci beaucoup et merci pour votre attention.